Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, on est le 29 décembre, j'espère que le Père Noël a été généreux avec vous, vous avez eu des cadeaux que vous espériez. Moi ça va, j'ai été gâté par le Père Noël, donc merci Père Noël. Bon les amis, pas trop d'actualité, on est à la fin d'année, hein, donc à un moment faut se reposer un petit peu, donc pas trop d'actualité personnelle, à part un bon petit réveillon de Noël, on prépare le nouvel an. On va directement passer aux questions de la semaine. J'ai pris 1, 2, 3, 4 questions. Donc on va se faire un plaisir de répondre aux auditeurs. Juste avant ça, les amis, n'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Faites-le connaître à votre famille, à vos amis, à qui vous voulez. Je demande votre aide, les amis, pour l'année prochaine, pour l'année 2022. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Anthony-THRD. Vous m'envoyez le sujet, vos petites questions, etc., etc. Et je me ferai un plaisir de sélectionner les bonnes idées et d'en faire des podcasts. Du coup, on va commencer, les amis, par les questions de la semaine. Hello Anthony, dis-moi, j'ai un immeuble de 4 logements dont un est inoccupé. Le problème, c'est que je dois répartir la taxe d'ordure ménagère entre chaque locataire. Comment je fais? Eh bien écoute, c'est très très simple. Tu la divises par 4 et malheureusement, tu ne pourras pas récupérer le dernier quart. C'est-à-dire que tu as 100 balles de taxe d'ordure ménagère, eh ben, tu auras 25 euros de ta poche que tu pourras déduire sur ta comptabilité. Ensuite, sujet odeur de cigarette. Salut Anthony, dis-moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des conseils efficaces pour retirer les odeurs de tabac? Le Febreze anti-tabac suffit-il ou as-tu autre chose à me conseiller? Petite précision, c'est un petit logement de 30 mètres carrés que j'exploite en LCD. Le mec a fumé comme un pompier à l'intérieur et ça pue à mort. Je dois relouer dans 2 jours, merci d'avance. Bon, les amis, odeur de cigarette, c'est pas tip top comme c'est pas la folie. Alors, conseil de grand-mère, fais bouillir du vinaigre blanc et en fait les vapeurs vont absorber l'odeur du tabac. Après, voilà, c'est pas un truc magique. Laisse aérer un maximum ton logement, mets un peu d'encens. Après, voilà, on sait bien que l'odeur de cigarette dans un logement, c'est quelque chose de terrible. Euh, Après, si tu loues sur Airbnb, il me semble que tu peux interdire de fumer ou un truc comme ça. Après, je fais pas de Airbnb à l'heure actuelle, donc je ne saurais pas te conseiller plus que ça. Bonsoir Anthony. Troisième question du coup. Bonsoir Anthony. Ma question concerne le taux d'endettement pour un nouveau financement. Il faut savoir que j'ai un revenu nous avons un revenu couple de 4200 euros avec une RP avec un crédit de 1000 euros, un appart avec un loyer perçu de 700 balles et un crédit de 380. Mon taux d'endettement est de 31% si je ne me trompe pas. J'ai pratiquement aucune chance d'avoir un nouveau financement. Vu que je vais dépasser les 33% de taux d'endettement, as-tu un conseil? Alors, il est vrai que maintenant c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les banques sont devenues vachement frileuses à dépasser ce taux d'endettement des 33%, même si tu as un reste à vivre qui est plutôt confortable. Mais je te dirais pas que c'est mort parce qu'en fait tout va dépendre du projet, de ta situation et de ton interlocuteur. Est-ce que déjà, premièrement, est-ce que tu as déjà trouvé un nouveau bien? Si tu as trouvé un nouveau bien, tu peux monter ton dossier et aller le présenter à X banque. Et peut-être dans le tas, il y aura une banque qui va accepter. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est pour pallier ça, mettre un apport plus ou moins conséquent et chercher vraiment de la bonne rentabilité. Moi, je pense que
tu peux avoir encore la place pour peut-être un investissement. Après, ce que tu peux faire, c'est utiliser divers leviers, c'est-à-dire que tu peux arbitrer. Par exemple, tu vois, t'as un joli, t'as un bon appart là qui est un crédit de 380 avec un loyer de 700 balles. Peut-être que celui-là, tu pourrais peut-être avoir une petite plus-value et réinjecter sur un projet qui est un peu plus grand. Voilà, après, il y a pas, il y a, vraiment, ça va dépendre ça va dépendre de ton interlocuteur. Il n'y a pas réellement de solution miracle. Comme je l'ai répété à travers ce podcast, c'est vrai que ces dernières années, c'était quand même assez open bar. Malheureusement, depuis un an et demi, ça s'est quand même vachement durci. Même s'il y en a certains qui disent que non, etc. Moi, je peux te dire que moi, je l'ai vécu, je l'ai pris de plein fouet. C'est quand même beaucoup plus dur d'obtenir un prêt. Quoi qu'il en soit, te laisse pas abattre. Je pense que effectivement, si tu pars directement pessimiste, tu vas rien trouver. Moi, je te dirais de monter ton dossier, faire un dossier propre, mettre du poids dans la balance avec un apport plus ou moins conséquent, des assurances, etc., etc. Après, qui ne tente rien n'a rien. Allez, du coup, dernière question. Retard de loyer. Bonjour Anthony, je loue un appartement à un jeune couple depuis à peu près 2 ans. Il n'y a aucun problème de paiement avec. J'ai pris ce couple de locataires avec une garantie Visal. Désolé les amis, je parle un peu du nez parce que je suis un petit peu malade. Mais vous en faites pas les amis, c'est pas le Covid, hein. C'est juste une petite crève. Du coup, dans la date du bail dans la date du paiement du bail, il est indiqué de régler le 10 de chaque mois, mais on a convenu d'un accord oral de régler le 15 par la suite. Aucun problème, sauf que aujourd'hui nous sommes le 19, je n'ai toujours pas reçu le règlement, donc je décide d'appeler ce locataire et il m'informe qu'il a fait le virement, mais qu'il n'est jamais parti sans s'en rendre compte. Du coup, ils ont dépensé tout l'argent entre-temps et me demandent de patienter quelques jours. Je pense qu'ils me prennent pour un con. Que ferais-tu à ma place pour leur mettre la pression? Alors, euh, déjà, premièrement, je vais te renvoyer vers un podcast que j'ai fait sur la gestion locative. J'explique vraiment bien les démarches, etc., etc. Maintenant, tu me dis que tu as une garantie Visal. Moi, je te dirais, dans un premier temps, euh, c'est de vraiment suivre la procédure Visal. Parce que si tu ne suis pas cette procédure, bah sache qu'il y a un risque que Visal ne prenne pas en charge la suite. Maintenant, on est humain. Alors bien sûr, tu le préviens que tu vas faire tourner la garantie Visal, que tu vas les informer, etc. Déjà, ça va peut-être lui mettre un petit coup de boost, tu vois. Euh, Après, tu vois, c'est toujours le truc, c'est que, bon, là, je pense que, je sais pas, il a combien ton loyer, mais là, le problème, c'est que s'il paye pas ce mois-ci, je pense pas qu'il puisse payer 2 mois cash le mois prochain. Parce que je t'aurais dit, il y a quand même le facteur humain, on n'est pas des robots. Après, le problème, voilà, c'est que si tu respectes pas non plus la procédure Visal, bah, tu vas te retrouver avec un loyer impayé et une non prise en charge de Visal. Et surtout, bah, tu vas sûrement peut-être partir pour un règlement. Alors, soit le locataire est de bonne foi et il va réussir à payer, hein. Dans le meilleur des cas, c'est qu'il réussit à payer les 2 mois de loyer d'un coup. Le choix un peu moins bien, c'est que bah, il te paye le loyer puis vous mettez en place un épurement de la dette sur X temps. Ou le pire choix, enfin le pire scénario, c'est que le mec te paye pas et puis tu pars sur une procédure qui va te prendre 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans. Bah, tu vois le truc. Dans tous les cas, moi je serais quand même d'avis que euh, bah, tu mettes en place la garantie Visal, tu fasses jouer le truc. Parce que sinon, tu vas partir dans des procédures pour rien. À un moment, oh, je suis ok pour mettre le facteur humain. Après, bon, t'as toujours payé je sais pas, depuis 20 mois, il a toujours payé en. Franchement, je sais pas. J'ai pas envie d'être de mauvais conseils, de te dire d'attendre que le mec paye et puis que ça te mette dans une situation qui est inconfortable. Euh, la voix de la bonne conscience te dirait de faire jouer de faire jouer la garantie Visal. Après, voilà, tu prends pour argent comptant ce que je te dis, hein, mais
C'est toi qui restes le maître à bord, le capitaine du navire. Bon, c'est tout pour les petites questions de la semaine. Dans tous les cas, si vous voulez que vous aussi, votre question passe dans le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur le mail grainedinvestisseur@gmail.com. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde à l'heure actuelle. Je fais l'effort de répondre à tout le monde, etc. Il y a pas de message en vue, etc., etc. Du coup, les amis, on est sur la fin d'année 2021 et qui dit fin d'année dit bilan. Bilan de l'année 2021. Du coup, le sujet du jour, ça sera un bilan immobilier de l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. L'année 2021, ça a été une année quand même assez folle concernant le marché de l'immobilier en France, mais aussi sur le marché de l'immobilier mondial. Du coup, nous, on va faire un focus sur 5 points spécifiques et on va en déduire un peu, enfin, on va essayer de déduire ce qu'on peut pour l'année 2022. Pour faire cette analyse, je me suis basé sur un document qui vient des notaires de France, donc c'est quand même un document qui a une certaine valeur. Hein, je sors pas des chiffres du petit chapeau de magicien. Et du coup, j'en profite pour féliciter un peu les personnes qui ont rédigé ce petit dossier, parce que franchement, il était vraiment pas mal. Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est l'augmentation de la demande et de la valeur. Si je fais un parallèle avec une autre crise que celle qu'on a connue dernièrement avec la crise Covid, c'est la crise des subprimes. Bah, faut savoir que cette crise, en fait, elle n'a absolument rien à voir avec la crise qu'on a connue dans l'année 2020-2021. Le prix, si je fais le comparatif par rapport à la crise des subprimes, le prix, lui, avait chuté de manière assez violente, hein, perdant jusqu'à près de 30% de la valeur du prix du marché immobilier. Et surtout, on avait mis presque 3 ans pour revenir à son niveau d'avant-crise. On va pas se mentir, cette année, ça a été une année dingue. Niveau prix immobilier, ça a grimpé de fou. Et je te donne juste quelques petits chiffres comparés à janvier 2018. On était à 965 000 ventes. En juillet 2020, 975 000 ventes. Et on s'attendait à une crise, voilà, que ça allait chuter. Et au final, ça a été tout le contraire. On a explosé le record des ventes immobilières avec 1 208 000 transactions, une hausse de 23% sur un an. La crise sanitaire, en fait, ça a été un boost phénoménal. Et elle a permis, en fait, ça a révélé des nouveaux comportements immobiliers. Notamment, en fait, on a vu un déplacement plus ou moins important des grandes villes, des grands centres métropolitains vers des communes de plus petite taille. Et cela jusqu'à dans des départements limitrophes. Par exemple, je te prends Paris, on a eu, on va pas appeler ça une exode rurale, mais on a eu un fort mouvement de personnes qui ont quitté Paris pour aller vivre en province, tout autour. Parce que déjà, premièrement, c'était un peu moins cher. Et surtout, il y a beaucoup plus d'espace. Par exemple, pour le prix d'un T2 à Paris, tu t'écartes d'une heure, tu peux avoir peut-être une petite maison de 80 mètres carrés avec un petit bout de jardin. Tu vois le truc? Et donc, ce petit mouvement plus ou moins important a fait exploser des villes. Des villes qui étaient auparavant, euh, comment dire, pour pas paraître méchant, mais c'était des petites villes et les prix étaient relativement bas. Et cette petite exode a fait exploser ces villes-là, ces villes plus ou moins grandes. Hein, on parle de villes qui sont aux alentours de 20 à 40 000 habitants. Bah, le prix dans ces villes a explosé. Je vais donner des chiffres. Alors les chiffres, il faut savoir qu'ils datent quand même de septembre 2021. J'ai pas trouvé de chiffres le plus à jour que ça. On est déjà bien, en septembre, ça fait 3 mois. Faut savoir que l'immobilier avait pris, donc sur une moyenne globale en France, l'immobilier avait grimpé de 7,5%. Ça, c'est une valeur lissée sur la France entière. Mais il faut savoir que cette augmentation, elle a quand même été plus nuancée. Par exemple, si je te prends à Paris, l'augmentation a été modérée. 1,5%, alors qu'en province, elle a explosé. Par exemple, je te cite Lille. À Lille, on est à plus 8%. Lille, c'était quand même déjà une grosse ville qui avait déjà explosé dans le passé. On a quand même réussi à prendre
presque 10% sur une année. Donc c'est quand même déjà pas mal. Maintenant, si on compare le marché de 2021 au marché des années antérieures, il n'y a absolument rien à voir. Les prix ont tous augmenté, ils ont flambé, et il y en a même qui ont flambé de façon totalement déraisonnable pour certaines villes. Et je fais un parallèle avec le podcast que je vous ai fait il y a 2 semaines, il me semble, où je vous disais que des villes qui étaient à 1000, à 1300, 1400 euros du mètre carré, avec cet exode, avaient grimpé c'était passé genre à 2000 balles. Donc il y a eu comment dire, un déplacement, par exemple, du marché parisien. La tension du marché parisien s'est déplacée vers des petites villes qui ont fait pumper le prix de fou. Donc ça, c'était le premier point. On a une augmentation de la demande et une augmentation de la valeur. Le deuxième point qu'on va soulever, c'est les taux d'intérêt. Et ben, les taux d'intérêt, ils sont toujours plus bas. Il faut savoir qu'en 2021, on va de 0,70 pour les meilleurs taux à 1,10 pour les moins bons sur un prêt de 20 ans. Donc c'est des conditions de crédit euh, qui sont, par rapport aux années antérieures, qui sont resserrées mais qui sont toujours avantageuses. Je fais juste un petit rappel, mais une décision du 14 septembre 2021, le HCSF a rendu contraignant maintenant les critères qu'ils avaient dictés en janvier 2021, c'est-à-dire que ces mesures ne sont plus recommandées, mais elles sont obligatoires. Le HCSF a révélé que la normalisation de toutes ces conditions d'octroi était là en fait pour assurer, pour rendre de manière accrue la sûreté du crédit pour les ménages, pour les sécuriser contre un surendettement au niveau des prêts, sans toutefois entraver leur accès aux prêts, entre guillemets. Parce que néanmoins, on a vu quand même que certains primo-accédants sont et vont être pénalisés à cause de ces conditions de crédit resserrées. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient... Maintenant, le HCSF avait exigé un apport de 10% minimum. Les personnes qui n'ont pas 10% d'apport, eh ben, leur prêt peut passer, mais ça va être plus compliqué. D'accord? Si on prend deux personnes similaires avec le même salaire, les mêmes conditions, etc., etc., mais qu'il y en a une qui met 10% d'apport et l'autre met pas, le 10% d'apport va logiquement avoir plus de facilité à obtenir son prêt, contrairement à celle qui ne met pas d'apport. Maintenant, les taux d'intérêt, c'est pas à cause de la crise Covid. En effet, depuis 2016, c'est quand même pas mal, depuis 2016, on est en dessous des 1,5%. Donc ça fait déjà 5 ans, on arrive sur la sixième année où les taux sont en baisse. Maintenant, ils se sont accentués, enfin cette baisse s'est accentuée ces dernières années, frôlant même les 0% d'intérêt. Et je vous fais juste un petit rappel pour les plus jeunes, mais en 2009, on était à 5%, en 2012, on était à 4%, et en 2014, on était à 3%. Donc on voit bien quand même que les taux immobiliers, plus bas que ça, tu meurs. Plus bas que ça, c'est la banque qui te paye pour faire un prêt. Tu vois le truc? Donc à un moment, déjà là, on voit quand même quelque chose qui est un point. Alors effectivement, c'est plutôt cool pour les investisseurs, etc. Tu payes pas, l'argent est quasiment gratuit, mais on voit bien quand même que ça tourne pas rond. Maintenant, si on fait un autre focus sur un autre point, on voit que les biens sur le marché et la demande, ça s'est accentué. Le problème, c'est que la demande s'est accentuée, mais les biens, à un moment, les biens, il n'y en a plus trop, tu vois. Il n'y a plus trop de biens sur le marché, ce qui fait que la demande augmente, ce qui fait que les prix augmentent. Je reprends un peu le point numéro un, hein, mais on a vu qu'il y avait une augmentation de demande de 23% sur un an. C'est énorme. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est simple, hein, c'est la mise en place efficace, hein, entre guillemets, d'amortisseurs économiques et sociaux qui ont permis aux Français d'accélérer ou de concrétiser leurs projets immobiliers. On explique les niveaux historiquement, ça s'explique par les niveaux historiquement hauts observés déjà depuis la fin de l'été, 23% d'augmentation sur la demande. Tu te doutes bien qu'à un moment, il n'y a plus de biens sur le marché. Donc cette envolée des prix, c'est le résultat d'une forte pression
de la demande. Et il faut savoir que cette crise, je vous rappelle, où on a été confinés, etc., etc., et en fait, le confinement a modifié la manière dont les Français envisagent leur logement. À la base, le logement qu'on connaissait avant, c'était voilà, on avait un chez-soi, mais c'était plus pour avoir vraiment c'était plus pour répondre. Alors bien sûr, on répond toujours aux besoins primaires d'avoir un toit sur la tête. Mais avant, voilà, c'était un logement où on pouvait avoir de la famille, etc. On venait manger, on dormait, et le matin on partait. La maison était vide toute la journée. Maintenant, c'est quand même devenu un lieu où les gens passent davantage de temps à cause ou grâce au télétravail. Mais alors, bien sûr, comme je le dis, ça répond toujours aux besoins physiologiques de sécurité, avoir un toit sur sa tête. Mais maintenant, ça s'apparente quand même de plus en plus à un refuge face aux risques extérieurs. C'est-à-dire que maintenant, on cherche un cocon qui est garant du mieux vivre, etc., etc. Et cette manière de repenser son logement a fait naître de nombreux projets dans l'immobilier que l'offre sur le marché ne peut absorber entièrement. Cette pression de la demande a eu comme conséquence des délais de vente qui se sont raccourcis de manière hyper courte. Hein, je parle pour des maisons très prisées en 10 jours ou 2 jours pour des appartements, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Alors oui, on l'avait déjà vu, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est vrai que ça s'est vu de plus en plus. Il y a des maisons qui sont parties tu les mets sur le marché, 2 jours plus tard, tu as eu l'offre. Tu vois, t'as fait ton offre. Enfin, tu as reçu une offre parce que ton logement a trouvé preneur en 2 jours. Alors qu'avant, bah voilà, il y avait une visite, il y avait une deuxième visite, on faisait un prix, on négociait. Là, il y a eu, depuis cette crise, il y a eu énormément d'offres qui ont été faites au prix, etc., etc. Et ça, c'est pourquoi? Parce que il y a eu cet exode de personnes qui achetaient dans des villes qui étaient plus ou moins chères. Ils se sont retrouvés dans des villes moins chères au mètre carré. Et donc, automatiquement, s'ils sont capables de. Par exemple, je vais te prendre un exemple sur Paris, mais si tu es capable d'acheter un T2 sur Paris, bah, tu es capable d'acheter une petite maison en province. Maintenant, un autre point qui peut expliquer aussi cette tension sur le marché immobilier, bah, c'est que les constructions neuves, à l'heure où j'enregistre, n'ont jamais. Le marché de l'immobilier neuf n'est jamais revenu à ses niveaux d'avant-crise. Parce que, effectivement, à cause de la crise, le marché de l'immobilier neuf, c'est, je ne vais pas dire casser la gueule, mais quasiment, ça s'est vraiment drastiquement réduit. Il y a eu euh, les arrêts à cause des confinements, etc., etc. Donc, automatiquement, la construction neuve n'a pas réussi à tenir la cadence. Donc, la tension sur le marché est aussi due à ça. C'est-à-dire que face à la demande des ménages qui ont beaucoup épargné, et qui plébiscitait l'offre neuve, bah, l'offre, elle était trop contrainte à cause de tous les confinements et compagnie. Trop peu de permis de construire acceptés, trop peu de constructibilité, trop de recours, trop de normes, des normes qui s'accumulent. Le résultat, c'est que les mises en vente de logements neufs est en baisse de près d'un quart par rapport au trimestre 2 de 2019. Une offre inférieure de plus de 30 000 logements par rapport à 2018. 35 000 logements collectifs sont en projet, 20 000 de moins qu'à la même date en 2019. Il faut savoir que le gouvernement a quand même pris conscience de cette chute de l'offre immobilier neuf et essaye de pallier, de faciliter un peu le redémarrage des constructions, etc. Mais ça ne se fait pas comme ça, tu vois. Donc automatiquement, cette chute de construction neuve, comment dire, cet arrêt, entre guillemets, des chantiers et compagnie, bah, automatiquement, les gens ne voulaient pas attendre. Parce que déjà, tu as quasiment un an de construction. Minimum, minimum. Les gens ne veulent pas attendre. Donc ils ont fait quoi? Ils se sont tous portés sur le marché de l'immobilier ancien, mettant en place bah, tout ce qu'on a connu, hein. Des biens qui se raréfient sur le marché, une hausse des prix, la demande qui est toujours de plus en plus explosive, des prix qui ont augmenté, etc. etc. Tu vois, après, en fait, hein, clairement, c'est un gros cercle vicieux. Si tu retires un engrenage dans le système, bah, le système se grippe et ça devient la merde. Comme j'ai connu moi sur mon marché, euh, je suis un marché qui n'est pas réellement patrimonial. C'est-à-dire que oui, effectivement, je pourrais
mes biens peuvent prendre de la valeur, mais à cause de mes rénovations, etc., etc. Mais c'est pas un marché qui va exploser, tu vois. Donc je sais très bien que je vais pas faire une plus-value de 100 000 balles sur un produit à 100 000, par exemple. Donc, moi, mon marché est un marché à cash flow qui n'est pas, qui n'a pas essence à être patrimonial, et pourtant j'ai des prix euh, qui ont, euh, qui ont sauté, hein, qui ont augmenté de fou. C'est-à-dire qu'avant, j'ai déjà acheté des immeubles de 3 appartes. Non, j'ai acheté un immeuble de 2 appartements qui m'a coûté en mi-2019, il m'a coûté 80 et quelques mille. J'ai fait estimer, j'ai pas fait de travaux dedans, je peux le vendre avec 50-60 000 balles de plus-value. C'est énorme, c'est énorme, juste parce que le marché est en tension. Donc, dès qu'on retire un petit engrenage, de toute façon, c'est pour ça que je vous avais dit à travers les podcasts, mais attendez, je pense qu'il va avoir une correction parce qu'on peut pas, on est sur les plus hauts, on est sur les plus hauts au niveau du prix sur le marché immobilier, ça peut pas durer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2022? Eh ben, moi, quand je fais cet état des lieux du marché immobilier en 2021, moi je pense qu'en 2022, on va quand même encore avoir cette accélération des demandes dans les villes de 30 à 40 000 habitants, parce que moi je pense que c'est pas un, c'est pas un mouvement superficiel, je pense que ça va être un mouvement de fond qui va perdurer dans le temps, et notamment aussi, tu vois, pour l'espace. Les gens veulent de plus en plus d'espace. Donc, enfin, ils veulent comment dire, peut-être pas nécessairement plus grand, mais ils veulent un balcon, ils veulent un espace vert, ils veulent un petit jardin, ils veulent pouvoir se poser, faire un barbecue dehors. Moi, je pense que effectivement, les gens sont revenus sur quelque chose de mieux vivre. Ils veulent plus quelque chose de métro boulot dodo, métro boulot dodo. Ça marche qu'un temps. Maintenant, les gens se sont rendus compte que être enfermé dans un 30 mètres carrés tout sombre, alors que tu te déplaces à 1 heure de là, tu peux avoir un 60 mètres carrés avec hyper lumineux, avec un petit bout de jardin, etc. Moi, je pense que c'est un mouvement de fond. Ça, c'est pas un mouvement superficiel. Je pense que ça va perdurer en 2022. De toute façon, moi, je le vois. Dans ma ville, il y a quand même de plus en plus de demandes. Les prix ont, ont augmenté au niveau des locations. Et ça c'est un truc de fou. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'ai des locataires. Les prix, c'est un truc de fou. J'ai envie de leur dire, hey, partez, partez, il faut que je reloue plus cher. Parce que quand je vois ce qui se loue sur mon marché, putain, tu loues des appartements de 60 mètres carrés avec une chambre, allez, 2 chambres. Tu loues ça 600 balles. Je loue une maison de 94 mètres carrés, 3 chambres, un big jardin, parking et compagnie. Moi, je loue ça 600 balles. Donc je me dis, putain, ces dernières années, le prix, il a augmenté de dingue. Maintenant, l'enjeu pour 2022, ça va être peut-être de tempérer un peu parce que on connaît un peu les tensions bancaires qui sont en place à l'heure actuelle. Moi, je pense pas que ça va durer ad vitam aeternam. Je pense qu'à un moment, on va revenir parce que si tu bloques tout le monde pour des emprunts, notamment les investisseurs, etc., la demande, la demande au niveau des logements est trop forte. C'est-à-dire que même les logements sociaux, ils suivent même plus. Tu vois, il y a trop de demandes pour pas assez d'offres. Donc si tu commences à bloquer, peut-être que là, ok, on est sur une régulation, etc., etc. Les gens sont trop endettés. Ça, je peux le comprendre. Mais par contre, si tu stoppes la demande, enfin si tu stoppes l'offre de prêt pendant un délai trop long, je pense que tu vas gripper le marché des locations et tu vas avoir des gens sur le carreau. Des gens qui ne pourront pas se loger parce que les logements sociaux, ils sont à bout de souffle. Les logements privés sont tous occupés. Tu mets la pression aux gens pour faire des rénovations énergétiques, etc., etc. Sauf que les gens, ils n'ont pas d'argent, donc automatiquement, ils les louent pas. Donc, il y a des logements qui vont rester vides. Entre eux, voilà aussi les personnes qui laissent leur logement vide par peur de l'imposition, etc. Bref, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'en 2022, on va rester sur on va rester sur ce mood au niveau des emprunts bancaires. Je pense que ça sera toujours plus compliqué.
Alors bien sûr, il y aura toujours ce petit pourcentage. Putain, il y a un mec qui est en train de percer. Bon, j'espère que vous ne l'entendrez pas au podcast. Donc ouais, on va rester sur ce mood bancaire. Bien sûr, tu as toujours ce petit delta de 15%, etc., etc. Mais voilà, c'est pour des clients fidèles qui sont là depuis X temps, etc., etc. Après, l'investissement en 2022, l'investissement immobilier, parce que là, on parle vraiment d'immobilier, mais il n'est pas mort. Il y aura toujours des choses à faire. Maintenant, est-ce que ça sera plus pour du locatif ou pour des projets, entre guillemets, de marchand de biens? Je sais pas. Je sais pas, vu comment c'est de plus en plus difficile d'obtenir des prêts, je pense qu'il vaut. Après, ça reste comme mon avis, mais je pense qu'en 2022, je partirais peut-être plus sur des opérations d'achat-revente en marchant bien avec une société, parce que je pense que le prêt perso en particulier va être beaucoup plus dur. Et ça, je pense que c'est aussi une tendance de fond. Tu vois. Je pense que dans un avenir plus ou moins proche, l'investissement sera quand même plus aisé en société qu'en particulier. Surtout quand tu respectes plus du tout les critères, les critères d'obtention de prêt. Par exemple, tu vois, 33-35%, ça reste quand même plus compliqué d'obtenir un prêt pour dépasser ça par rapport à avant. Donc moi, je pense effectivement qu'il y aura un changement, peut-être beaucoup plus de facilité à obtenir un prêt en société qu'en particulier. Bon, dans tous les cas, ça, on fait des spéculations, mais seul l'avenir pourra nous dire si je vous ai dit de la merde ou pas. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a fait un petit focus de l'immobilier en 2021 et ce qu'on pouvait espérer pour 2022. Alors, si je fais un petit résumé si je fais un petit résumé de ce qu'on a dit, bah, c'est simple, hein. Boom de la demande, contrairement à ce qui s'est passé sur les anciennes crises. Boom de la demande, le prix qui augmente, la rarification des biens sur le marché, augmentation des prix, difficulté bancaire avec un taux d'intérêt qui est toujours de plus en plus bas, mais des conditions d'octroi de crédit qui se sont resserrées. On a aussi, j'en ai pas parlé durant cet épisode, mais on a aussi l'inflation qui commence à nous pendre au nez. Je vous fais juste un petit parallèle, mais aux États-Unis, on a 7% d'inflation. 7%, ce qui est énorme. Et automatiquement, les États-Unis, c'est une économie qui est beaucoup plus grosse que la nôtre, donc qui fait un petit peu la météo. Donc un jour ou l'autre, ça va arriver chez nous. On est déjà, les amis, il faut le savoir, mais on est déjà dans un système d'inflation à l'heure actuelle. Maintenant, à voir comment ça va être géré dans le futur. Moi, je pense qu'il va avoir une réaugmentation des taux d'intérêt parce que tu ne peux pas rester aussi bas. Dans tous les cas, il me semble que la Fed et la BCE a fait un communiqué comme quoi qu'ils allaient commencer à ne plus acheter d'obligations, etc., etc., et qu'ils allaient réaugmenter les taux d'intérêt. Donc automatiquement, si les taux d'intérêt augmentent, les prix immobiliers à un moment vont devoir baisser pour compenser parce que entre avoir un prêt à 1,20 et avoir un prêt à 2-3%, alors c'est sûr que ça ne se fera pas en 2022, c'est ce que je vous dis, mais voilà, au niveau du remboursement de prêt, on sera beaucoup plus cher avec des taux d'intérêt plus forts, ce qui paraît logique, mais automatiquement tu ne pourras plus acheter au même prix. Ça sera pas jouable. Bon, voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager le podcast, à le faire connaître à votre entourage, à vos amis, à votre famille. N'hésitez pas à noter le podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao, ciao.